soyez les bienvenus dans cet épisode d'Une place pour tous. Dans ce podcast, nous vous proposerons des épisodes thématiques avec des invités, d'abord une personnalité du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat ou un PDG d'une entreprise. L'objectif est tout simple, échanger et partager des opinions différentes autour de sujets liés à la qualité de vie au travail, la prévention, la santé et le handicap. Ici, pas de blabla compliqué, ce podcast est accessible et donne la possibilité pour chacun de nous écouter. Alors faites comme chez vous et prenez place. La 15e édition des Journées nationales tourisme et handicap se tient tout au long du mois d'avril. Organisée par l'association Tourisme et Handicap, ces journées portes ouvertes permettent au plus grand nombre de découvrir des lieux touristiques et de loisirs qui se sont investis pour rendre leur site accessible. À ce jour, près de 150 détenteurs de la marque d'État à tourisme et handicap ont confirmé leur participation à cette opération. Et à cela s'ajoute la marque Destination pour tous, créée en 2013 et pilotée par les équipes de la délégation ministérielle de l'accessibilité. Quand une personne essaie d'avoir la vie la plus normale possible et d'acquérir ou de conserver son autonomie, que faire quand l'environnement est inadapté? À quoi servent ces marques et qu'impliquent-elles pour les structures détentrices et les personnes en situation de handicap? Qu'est-ce que le tourisme adapté? Où commencent les difficultés pour les personnes en situation de handicap désirant partir en vacances? Quid des aidants? En bref, les vacances pour tous et toutes. Est-ce possible? Eh bien, sur ce sujet, nos invités s'y connaissent. On va poser quelques questions bien évidemment à Thomas Bouquet, directeur général de Place pour tous, qui regroupe le comité de coordination Action nationale handicap et le club Être, qui milite pour l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Thomas Bouquet, bonjour. Bonjour. À vos côtés, il y a Laurent Thomas, directeur du réseau Passerelle, qui propose des séjours familiaux au sein de lieux de vacances ordinaires et qui combine une offre de logement adapté et un dispositif d'accueil et de prise en charge de leurs enfants en situation de handicap. Laurent Thomas, bonjour. Bonjour. Et enfin, Dominique Torza, directrice des politiques sociales de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Alors, pour rappel, l'ANCV, c'est une mission sociale de service public qui permet d'accompagner des projets de vacances en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des familles, des jeunes. Tous les publics. Ouais. Tous les publics, tout simplement. Bonjour Laura. Et ma première question, c'est au vu de votre vécu et de votre expérience, qu'évoque ou que représentent pour vous les mots tourisme et handicap? Laurent-Thomas. Tourisme, pour moi, c'est synonyme de vacances, d'évasion, de bien-être, de ressourcement, de changement d'horizon, de temps près de ses proches, de ceux qui nous sont chers. Et handicap, pour moi, signifie tout ce qui va entraver l'accès à ces moments auxquels on aspire tous, au fond, parce qu'on a tous cette aspiration à ces moments de vacances, de répit dans notre vie. Et les personnes en situation de handicap ou leurs familles sont souvent effectivement entravées, empêchées de pouvoir accéder à tout cela pour des raisons parfois logistiques, pour des raisons économiques comme pour la plupart des Français qui ne partent pas en vacances. C'est vrai qu'il y a tout un ensemble de difficultés spécifiques au handicap, d'environnement, d'accessibilité, de changement d'horizon, d'adaptation qui peuvent en fait finalement être un poids supplémentaire alors que le but justement c'est d'alléger le quotidien. Donc tout notre travail c'est d'essayer de réunir les deux et d'essayer d'alléger le plus possible en essayant de faire en sorte qu'ils puissent aussi partir en vacances comme tout le monde. Dominique Torza, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela ou... Oui, je vais rebondir à ce que vient de dire Laurent. Alors je ne vais pas redéfinir ce que sont les vacances. Peut-être que je rajouterai spécifiquement pour nous, à l'Agence nationale pour les chèques vacances, l'accès aux vacances et l'accès aux vacances pour tous. Et forcément, dans l'accès aux vacances pour tous, ce sont tous les publics qui ne partent pas en vacances. Peut-être juste rappeler, Laura, si vous me le permettez, un Français sur 3 ne part pas en vacances. Et pour les personnes en situation de handicap, je crois que ce taux doit avoisiner les 45% de non-partants. Et donc, nous, depuis plus de 40 ans, à l'ANCV, notre préoccupation principale, c'est de faire en sorte que tous nos concitoyens puissent partir en vacances, quel que soit le public, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, quelles que soient leurs conditions. Et donc, ce terme de tourisme, c'est plutôt ça, c'est accéder aux vacances. Et nous, à l'ANCV, notre rôle, c'est de pouvoir donner les moyens d'y accéder. Même question.
Thomas Bouquet. Alors, Laura, tourisme et vacances, avant tout pour moi, c'est malheureusement un combat encore aujourd'hui. Combat parce que nous parlons d'un droit fondamental de permettre à des personnes en situation de handicap, à leur famille, de faire finalement comme monsieur, madame, tout le monde, partir en vacances. Ça requiert plusieurs leviers. Le premier, c'est le droit de partir en vacances, l'accès au droit. Le deuxième, c'est le choix, choisir son lieu de vacances en fonction de ses envies. Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en situation de handicap, ou beaucoup de familles avec leurs enfants en situation de handicap, ne peuvent pas avoir ce droit et ne peuvent pas avoir ce choix. Et donc il y a derrière, bien sûr, des leviers, bien sûr des moyens, mais je pense que dans ma conviction première aujourd'hui, c'est encore un combat d'affirmer haut et fort que finalement les vacances, c'est pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Quel état des lieux peut-on faire en France, justement, vous avez parlé d'accès aux vacances, de droit fondamental. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire d'un point de vue législatif, par exemple? Est-ce que cela suffit? Alors, si je peux me permettre d'intervenir, peut-être rappeler la loi de 2005. La loi de 2005 qui prévoyait, sous votre contrôle, à tous les 5 ans après, que la France soit entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. Nous sommes en 2023. Je crois qu'on est un peu loin du résultat. Que ce soit en termes de bâti ou que ce soit en termes d'accès en tant que tel à des vacances simplement, comme tout le monde. Pour une personne en situation de handicap, partir en vacances dans un village de vacances, c'est pas simplement avoir une chambre qui soit accessible et une jolie salle de bain où on peut faire tourner un fauteuil roulant. C'est aussi avoir des activités et des temps de vacances qui soient totalement adaptés au handicap des personnes. On a beaucoup progressé sur le sujet, mais je crois qu'on est encore loin de la réalité. Et notamment pour certains publics, je pense notamment au dispositif que nous portons conjointement avec Thomas au sein du CCH. Je pense notamment aux travailleurs handicapés en ESAT, qui aujourd'hui accèdent peu, voire pas beaucoup, aux vacances, si ce n'est sous un format qui était quand même assez traditionnel il y a encore quelques années, qui était des transferts. C'est-à-dire qu'on prenait les personnes d'un centre pour les emmener dans un autre centre qui était un peu libre pendant le mois d'août. Voilà. Et ça servait de vacances, entre guillemets. Et ça servait de vacances. On appelle ça les transferts dans notre jargon. Or, ce ne sont pas les vacances. Si je reprends ce que dit Thomas, les vacances, c'est aspirer à avoir des envies, des besoins un peu comme tout le monde. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je crois qu'on a un peu évolué. Je crois que le taux de non-départ des personnes en situation de handicap reste très élevé. Je crois que la société n'est pas encore peut-être totalement prête aujourd'hui à changer le regard sur le handicap. Et justement, est-ce que la loi peut pas le permettre ça? Alors la loi, elle prévoyait l'accessibilité, elle prévoyait l'égal accès à la citoyenneté et aux loisirs, si je peux me permettre de citer la loi. On n'y est pas encore complètement. Enfin, c'est Laurent et Thomas qui vous en parleront mieux que moi. Nous, on est convaincus qu'on a encore un bout de chemin à faire. De mon point de vue, effectivement, la route est encore longue. Et finalement, vous voyez, on a commencé à parler de vacances, de tourisme et de handicap. Et on commence en même temps à parler d'accès à la citoyenneté ou de citoyenneté. Le sujet filigrane de nos échanges reste, à mon avis, celui de l'accès à la citoyenneté, à l'exercice de sa citoyenneté. Et les vacances font partie éminemment de l'accès à sa citoyenneté. Et évidemment, presque 25 ans après la loi 2005, même si, effectivement, nous avons progressé sur le bâti, sur l'offre, sur une prise de conscience, il n'empêche que beaucoup de personnes qui vivent en foyer de vie, qui travaillent dans des ESAT, n'ont pas aujourd'hui accès à une offre de service qui correspondrait simplement à ce qu'elles souhaitent faire. Et le problème des vacances résume, in fine, plus globalement le problème du droit et du choix des personnes en situation de handicap aujourd'hui dans notre société, qui n'ont pas tout le temps le choix d'aller vers ce qu'elles aimeraient avoir. Je dirais qu'on a souvent le réflexe en France, quand il y a un problème social à gérer, à raisonner effectivement en termes de loi, comme si effectivement de l'Assemblée nationale on pouvait résoudre le problème en fait au sein de notre pays. Malheureusement, sur la question du handicap, en fait, on a affaire à une mosaïque de singularités, de situations humaines toutes très différentes, et c'est l'ensemble des acteurs en fait combiné qui peut permettre aux familles, aux personnes en situation de handicap d'accéder, comme disait Thomas, aux vacances, et tout le monde est concerné. C'est-à-dire, je peux être gérant d'un village de vacances ou d'un camping. Il y a beaucoup de choses que je peux faire à mon échelle. Je suis pas obligé non plus d'attendre une loi
pour rendre accessible la piscine, pour aménager les cheminements, pour peut-être aussi, si j'en prends le cas de familles par exemple qui ont des enfants autistes pour lesquels la promiscuité des logements peut être une difficulté, la question du bruit, etc. Je peux peut-être repenser aussi l'aménagement de mon espace ou peut-être quelques logements qui vont être peut-être un petit peu plus à l'écart où ça va être un petit peu plus calme pour favoriser l'endormissement de l'enfant. Donc, vous voyez, on rentre dans des choses extrêmement concrètes. En fait, pour les familles ou pour les personnes, ce qui compte, c'est pas une loi, c'est la réponse à leurs difficultés. Et pour certains, ça va être l'accessibilité du logement. On répond souvent par des normes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a un gros problème en France sur le parc touristique accessible, puisque tous les logements dits accessibles pour les personnes à mobilité réduite, ils sont conçus en fait sur des normes, ne font que 2 chambres. C'est dans les mobil-homes, sur les campings. La chambre qui est aménagée, c'est la chambre qui est dédiée aux parents, puisque c'est la chambre où il y a le grand lit. Donc quand vous avez une famille avec 4 enfants, et que vous avez un enfant au fauteuil pour lequel il faut un lit médicalisé, c'est cet enfant qui va aller dans la grande chambre. Et ce qui vous reste pour dormir, c'est une petite chambre avec 2,70 litres en lit superposé et une espèce de banquette. Donc on voit bien qu'avec ça, une famille qui a un enfant polyhandicapé ne va pas pouvoir partir. Vous voyez, donc ça va jusque dans des exemples extrêmement concrets. Aujourd'hui, quand vous avez un enfant qui dort dans un lit médicalisé à la maison, quand il part en vacances, il va lui falloir son lit médicalisé. Donc ça, des loueurs de lits médicalisés, on en trouve partout en France. Sauf que les lits médicalisés se louent sans matelas. Et ils font 90 par 200. Mais si dans le logement, vous n'avez pas un matelas de 90 par 200, vous faites comment ? Vous n'allez pas partir en vacances avec votre matelas 90 par 200. La seule solution, c'est de l'acheter. Ça vaut 350 €. Et sur les tout petits détails comme ça, alors on pourrait dire, mais c'est pas une loi qui va définir ça. Moi, je suis gérant d'un camping. Et ben, je fais en sorte que j'ai au moins en stock 2 ou 3 matelas de 90 par 200 qui vont pouvoir résoudre ça. Pardon, j'arrête. Non. L'avantage quand même de légiférer, c'est aussi poser des obligations. Oui. Et je pense que si la loi de 2005, donc qui prévoyait qu'en 2015, l'ensemble de la France, l'ensemble du bâti, l'ensemble des établissements recevant du public était accessible, vous voyez bien qu'on est en 2023 et qu'on est très très loin de la réalité. L'intérêt de légiférer, c'est de poser des obligations. Je pense que la problématique aujourd'hui, mais elle se pose pour le handicap comme pour l'ensemble des publics en situation de vulnérabilité ou de fragilité ou de précarité, c'est l'accès à l'information. Et il existe aujourd'hui des dispositifs, pas suffisamment nombreux, qui permettent aux personnes en situation de handicap ou confrontées au handicap dans leur quotidien de pouvoir partir en vacances, sauf que l'information ne vient pas jusqu'à eux. L'accès aux aides, ils n'en ont absolument pas connaissance et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on a à travailler. Je rappelle quand même aussi, mais Laurent, tu le sais mieux que moi, la première loi dans le champ du handicap, elle est récente. Elle est extrêmement récente. Et cette loi, elle est le fruit aussi des premiers acteurs et des premiers combattants dans le champ du handicap que sont les familles. Et sans ces familles, il n'y aurait pas eu de loi dans le handicap. Et donc je pense que la loi, elle a le mérite, non pas parce que je prends la parole au nom d'un établissement public, mais je dis que la loi pose des cadres et pose des obligations. On met plus ou moins de temps à atteindre, mais le cadre est posé et la problématique, en tout cas, est prise en compte. Voilà. En fait, nous gérons des temporalités nécessaires. Nous avons besoin d'un cadre législatif qui permette de se repérer et de faire avancer toute une société qui a pris du retard sur ces enjeux d'inclure les personnes les plus isolées, les plus vulnérables. Et on sait bien que derrière la vulnérabilité peut se cacher plusieurs typologies de handicap. Le handicap social, le handicap moteur, le handicap invisible. C'est autant de handicaps que vont supporter les personnes et leurs familles. Et en même temps, comme le disait Laurent, nous avons besoin d'action. Nous avons besoin de prendre des risques. Posiez la question du handicap et du tourisme tout à l'heure. De ma petite expérience professionnelle de terrain, cette question-là m'a amené à prendre des risques pendant 17 ans. Aller dans des endroits qui n'étaient pas accessibles, mais qui correspondaient in fine à la volonté des personnes. Terrain, c'est-à-dire ? Ancien animateur social, mon travail a consisté à accompagner pas mal de personnes dans des vacances, dans l'accès à leurs vacances, et non pas dans leur transfert. Ce mot était insupportable.
vous rentrez dans un établissement médico-social et sous le regard du code de l'action sociale et des familles, on va vous parler de transfert. C'est à bannir ce mot. On ne transfère pas les gens. On le faisait à une certaine époque. Aujourd'hui, on doit donner la possibilité à ces personnes de choisir un lieu de villégiature. Les mots ont de l'importance. Encore plus dans le secteur médico-social pour permettre à ces mêmes personnes de se retrouver dans cette société inclusive qui discrimine pas par le handicap, mais qui donne le droit de faire ce que l'on veut. Lorsqu'on produit de l'accompagnement, lorsqu'on accompagne dans un séjour, il est important de toujours se situer à la bonne place par rapport à des personnes et d'accepter cette prise de risque d'aller dans des endroits, effectivement, qui ne sont pas accessibles, mais qui correspondent aux choix. Notre travail, c'est ce que disait Laurent, c'est trouver des solutions. Naturellement, lorsqu'on va sur la Grande Arche à La Rochelle et qu'on souhaite faire les francopholies, on ne peut pas trouver l'hôtel accessible au pied de la Grande Arche. Mais on va trouver les moyens de se faciliter la vie pour permettre à ces personnes d'aller faire les francopholies. Et je crois que cette notion d'artisanat social, de couteau suisse, est autant nécessaire que la loi. Il faut des moyens humains, des moyens financiers, mais comment on fait pour faire avancer les choses? Parce que c'est presque du cas par cas, en fait, qu'il faut faire. Quels sont les dispositifs qui existent pour que chacun, chacune puisse partir en vacances, comme vous le disiez, un peu là où il souhaite partir en vacances? Je pense qu'il faut avant tout des gens convaincus, quels qu'ils soient et où ils soient. Dominique le dit très bien, elle représente un établissement public qui a décidé, parce que convaincu, de travailler sur ce sujet-là. Laurent, à travers son action, le réseau Passerelle, également a décidé de travailler sur ces sujets-là. À mon petit niveau, j'ai décidé de m'employer sur ces sujets-là. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui représentent des entités, qui représentent des mouvements, qui représentent des associations, etc., qui, à un moment donné, arrivent à monter des dispositifs pour faire bouger cadre normatif et permettre à des personnes de prendre le risque dont je parlais tout à l'heure, partir en vacances. Donc je pense qu'il y a une motivation et des convictions, parce que le risque, c'est la norme. Et la norme peut nous endormir. La norme peut faire qu'à la fin, on oublie que ce partir en vacances est un besoin fondamental pour tout le monde. La norme répond au plus grand nombre aussi. Alors, dans le champ du handicap, moi, je reprends, parce que j'ai adoré ta formulation, Laurent, je pense que c'est une mosaïque de singularités. Il y a autant de situations que de types de handicap. Donc, c'est absolument pléthorique. Je voudrais juste vous citer quelque chose qui me revient en mémoire et qui devrait peut-être demain être la norme. J'ai rencontré il y a quelques années, à mon arrivée à la NCV, le directeur d'une grande association espagnole et qui accompagnait notamment le handicap mental et qui me disait, vous voyez la différence entre l'Espagne et la France, c'est que chez vous, une personne handicapée, un touriste handicapé reste une personne handicapée. Chez nous, en Espagne, c'est un touriste. Et cette phrase est restée vraiment un espèce de fil conducteur dans tout ce que nous mettons en œuvre à la NCV. Donc la NCV, c'est plus de 40 ans d'existence, avec une mission sociale de service public qui est d'aider nos concitoyens à partir en vacances. Ce qui est assez extraordinaire aujourd'hui. C'est une mission sociale que nous portons avec énormément de conviction, Thomas l'évoquait. Et nous avons placé le handicap au cœur de nos interventions. Donc la NCV, c'est le chèque vacances que tout le monde connaît, hein, que l'on a quand on est salarié ou quand on est agent de la fonction publique. Mais c'est également des dispositifs d'aide que nous mettons en œuvre grâce notamment au financement du chèque vacances. Et donc notre mission globale, c'est d'aider à faire partir en vacances par le chèque vacances ou par des dispositifs. Dans le champ du handicap, je suis aujourd'hui merveilleusement accompagné de 2 dirigeants, de 2 dispositifs que nous avons initiés au sein de la NCV. En tout cas, on les a construits, co-construits, accompagnés, et qui répondent à 2 problématiques totalement différentes. Le départ en vacances des travailleurs handicapés en ESAT, qu'on n'appelle pas travailleurs d'ailleurs, qu'on appelle usagers. Alors vous allez me dire pourquoi eux ? Tout simplement parce qu'un jour, en allant vendre du chèque vacances au personnel administratif, le directeur et les secrétaires qui étaient présentes, on s'est rendu compte que les usagers en ESAT qui produisent, qui ont une activité, eux n'en bénéficiaient pas, ce qui est profondément discriminant. Et puis le départ en vacances des familles qui ont des enfants porteurs de handicap et la difficulté pour eux de pouvoir partir en vacances, ce sont, vous voyez, déjà 2 dispositifs totalement différents.
Nous, à la NCV, aujourd'hui, on accompagne le handicap mental avec des partenaires comme l'UNAPI, l'association Paralysie, l'APF, le France Handicap, les personnes déficients respiratoires, déficients moteurs cérébraux, voilà. Et donc, il y a autant de handicaps et autant de problématiques et autant de dispositifs à mettre en œuvre. Il ne peut pas y avoir une norme dans le champ du handicap. Ça n'est pas possible. Peut-être juste cinq petits ingrédients pour moi du côté des familles ou des personnes. Le premier, c'est la question du périmètre de là où je peux partir en vacances. Dès qu'il y a présence du handicap dans la famille, on peut être contraint en termes de distance parce qu'il y a en raison du handicap, on ne peut pas faire plus de 2 ou 3 heures de route. Donc déjà, on va être sur un périmètre potentiellement plus restreint que le reste des Français. Vient tout de suite en deuxième la question de l'hébergement. La question de l'hébergement pour les personnes en situation de handicap est une composante fondamentale du départ en vacances. Que ce soit pour des problématiques de handicap moteur, comme on l'évoquait tout à l'heure en termes d'accessibilité, mais aussi lorsqu'il y a des problèmes comportementaux. Donc, je parlais de logements un peu isolés, du bruit, pouvoir faire le noir dans la chambre de l'enfant pour l'endormissement, des choses toutes bêtes, avoir une clé dans la porte qui s'enlève pour éviter les fugues nocturnes des enfants. Donc, la question de l'hébergement, c'est-à-dire, est-ce que sur mon lieu de vacances, je vais avoir un hébergement qui ne va pas me rajouter des contraintes, au minimum va essayer de me mettre à peu près à niveau de ce qu'on a organisé à la maison pour gérer le handicap. Parce que si ça me fatigue plus que de rester à la maison, c'est pas la peine que je parte. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est il y a un lien pour les personnes en situation de handicap et les familles, il y a un lien entre vacances et ce qu'on appelle aujourd'hui le répit. Il faut que ce temps de vacances soit un temps de repos pour tout le monde. Et donc, il va y avoir une aspiration, notamment pour les parents, à pouvoir disposer de temps. Et c'est ça qu'on organise au sein, effectivement, du réseau Passerelle. C'est de proposer sur tous nos lieux de vacances des équipes qui sont présentes auprès des familles pour proposer aux familles la prise en charge de leurs enfants pour qu'ils puissent s'évader, prendre du temps pour eux, pour les frères et sœurs, etc. Et puis, les deux dernières composantes, il y en a une qui devient de plus en plus forte, c'est l'aspiration à partir dans les mêmes lieux de vacances que les autres. On est héritier d'une histoire où à chaque fois qu'il y avait du handicap, on créait quelque chose de spécifique en dehors, et la question des vacances n'y a pas échappé, puisqu'on a aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui ont créé des petits villages de vacances spécialement pour les personnes en situation de handicap, et c'est très bien parce que c'est super adapté, etc. Mais il y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier dans une vie de famille, ce sont les frères et sœurs. Et les frères et sœurs, les parents, ils aspirent à pouvoir les faire partir en vacances dans les mêmes lieux de vacances que les autres. Et nous, aujourd'hui, en fait, on a des demandes pour pouvoir partir dans des grands campings avec les toboggans au bord de la mer et pas effectivement dans le petit lieu où on va se retrouver qu'entre personnes en situation de handicap. Et dernier point, il faut, et c'est là où l'Agence nationale pour les chèques vacances est quand même un partenaire extrêmement précieux, c'est faire en sorte que les vacances ne coûtent pas plus cher parce qu'on a un handicap. J'en ai parlé au tout début, il y a aussi des marques qui ont été créées, des marques d'État, Tourisme Handicap, Destination pour tous. En quoi ça peut aider peut-être, entre guillemets, à rendre plus accessible en tout cas les vacances pour tous et toutes? Alors la NCV soutient la marque d'État Tourisme Handicap depuis sa création, vous vous en doutez bien. Et le travail qui est fait est remarquable. Mais comment vous dire, on est face à des montagnes à gravir. Et puis c'est parfois un peu le mythe de Sisyphe quand on grimpe un peu, on redégringole derrière. Tourisme et handicap, c'est déjà repose sur un grand nombre de personnes bénévoles et puis repose également sur l'ensemble des territoires d'un nombre important de personnes qui vont permettre que des structures puissent accueillir en toute simplicité, en toute sécurité, des personnes en situation de handicap. Alors, il y a plus de 4000 sites aujourd'hui qui portent la marque Tourisme et Handicap, avec des évaluations périodiques qui sont faites pour s'assurer que les normes sont respectées. Alors oui, c'est très normé, mais Laurent l'expliquait, Thomas aussi, il y a les cheminements, il y a les chambres, il y a un certain nombre de normes qui sont indispensables pour qu'une personne en situation de handicap ou ceux qui l'accompagnent puissent évoluer dans un village de vacances comme les autres. Dans un village de vacances, dans un musée, dans un restaurant, puisque l'association Tourisme Handicap, ce ne sont pas uniquement que des lieux de vacances, ce sont tous les lieux périphériques aux vacances, donc les musées, les restaurants,
voilà, l'ensemble des lieux où on est susceptible de se déplacer pendant un temps de vacances. Parce que oui, qui dit vacances dit aussi accès à la culture et aux loisirs. Donc, bien sûr. Je pense que ce qui est important lorsque on aborde notre sujet d'aujourd'hui, c'est de se rappeler que on parle de concitoyens qui ont encore une fois les mêmes besoins, les mêmes envies que n'importe qui. Laurent l'expliquait, notre société s'est organisée avec un paradigme qui dit qu'on veut spécialiser lorsqu'on ne rentre pas dans la norme. Et pour de bonnes raisons, on a construit des établissements qui ont accompagné ces personnes. Sauf qu'en même temps, on a eu un effet un petit peu domino de cette politique de l'ultra-spécialisation qui nous emmène aujourd'hui, en 2023, à parler d'inclusion. Ce qui est une sorte de pléonasme, puisque au départ, on a voulu aider, si bien qu'on a créé des structures en dehors, entre guillemets, de la norme. Et tant mieux en même temps, parce que parler d'inclusion aujourd'hui, c'est faire cette synthèse avec l'ultra-spécialisé et la norme, celle qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Ce qui est intéressant avec la question sur le label, le tourisme handicap, c'est que finalement, et j'en fais le pari ici, à terme, l'intégralité de l'offre sera labellisée. L'enjeu, ce ne sera plus de parler de la norme, qui serait un label inclusif, mais sera de parler de la possibilité d'accéder à cette offre et donc de s'investir autant sur les vacances que sur une offre de loisirs, que sur une offre culturelle, que sur une offre touristique, pour faire que ces fondamentaux, je l'ai dit dans ma première prise de parole, restent des fondamentaux citoyens pour monsieur et madame tout le monde. Et dans monsieur et madame tout le monde, toutes les personnes en situation de handicap en font partie. Donc on gère des temporalités, on gère des contraintes, et je pense que notre secteur a particulièrement besoin de contraintes pour avancer. Et en même temps, la philosophie de la politique publique et la façon dont la société aujourd'hui considère le handicap nous pousse progressivement vers une vision beaucoup plus singulière et inclusive de la place des personnes dans notre société. Vous êtes en train de dire qu'au fil des années, on a créé de l'inclusion, entre guillemets, à l'écart. On a voulu accompagner en prenant en compte toutes ces spécificités, et Laurent les exprimait bien tout à l'heure. C'est très difficile de définir la notion de handicap ou les handicaps, mais c'est aussi issu de notre propre paradigme, notre propre état-providence qui à un moment donné a voulu soigner les personnes. On parle, vous savez, dans notre secteur d'usagers, souvent usagers de soins. Dominique tout à l'heure parlait de touristes. Peut-être qu'on peut même parler de clients potentiels qui peuvent s'inscrire dans des projets de vacances comme n'importe qui. Ce que raconte l'histoire d'aujourd'hui, c'est qu'on a pris conscience qu'on était capable de vivre ensemble. Qu'on était capable de vivre et d'aller au restaurant avec une gamine polyhandicapée ou aller au cinéma avec un gamin autiste, comme tout le monde. On a pris conscience, mais en même temps, on a un gros travail de représentativité, de sensibilisation à faire pour que finalement, ça ne soit plus un problème et qu'on n'en parle plus. Et lorsqu'on n'en parlera plus, on aura gagné la partie. Il reste encore pas mal de temps et de chemin à parcourir. Cette prise de conscience est là. Vous parlez de sensibilisation, mais auprès de qui ? Je pense que c'est auprès de la société. Cette société qui regarde en périphérie les personnes en situation de handicap, leurs familles. C'est l'école. C'est les acteurs du tourisme, c'est les acteurs du sport, c'est les acteurs du loisir. Ce sont finalement ces acteurs qui sont des concitoyens et qui progressivement se retrouvent confrontés à ce qu'est le handicap. Je prends un exemple très concret. Je viens d'un petit village, Souston, dans les Landes. J'ai commencé comme auxiliaire de vie à 21 ans dans cet établissement. Lorsque cet établissement s'est construit, on l'a construit sous les pins, à 5-6 kilomètres de la ville. Il y avait une raison. On voulait un peu éloigner les personnes tout en considérant qu'il fallait s'en occuper. Et c'est la ville qui progressivement a grossi et est venue avaler l'établissement. Moralité de l'histoire, aujourd'hui, vous avez au centre-ville de Souston un établissement pour personnes handicapées. Je pense que c'est le reflet aussi d'une société qui se veut de plus en plus tolérante et qui comprend les singularités, y compris les siennes. Dominique Torza, je vous vois acquiescer. Oui, parce que je trouve que cette image, elle est magnifique et elle est le reflet, effectivement, de ce qu'on peut attendre de ce qu'est l'inclusion. Moi, j'ai envie de dire que ce qui favorise aujourd'hui l'inclusion, ou en tout cas éviter d'avoir la personne handicapée en dehors de la société et rentrer une personne dans une société, l'image est assez laide. Je pense que cette inclusion, elle passe aujourd'hui par l'accompagnement. Et je pense que c'est cet accompagnement qui aujourd'hui est le lien formidable
pour favoriser cette inclusion et qui devrait aider à changer le regard de l'autre sur le handicap. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap lâchée à la volée dans un village de vacances, qui n'en connaît pas les codes, qui n'en connaît pas les règles, qui risque d'être perturbateur. Une personne qu'on a aidée à partir en vacances parce qu'elle est accompagnée, va forcément, c'est terrible ce que je dis, mais je vois pas les choses autrement. Enfin, je sais que ce qu'on a essayé de faire, en tout cas à la NCV, et le handicap est vraiment au cœur de nos priorités, c'est de soutenir l'ensemble des structures, l'ensemble des associations qui œuvrent dans le champ du handicap, justement pour lever tous ces freins au départ en vacances de ces personnes en situation de handicap. Et ça passe par cet accompagnement. Une place pour tous. Alors on va conclure cet épisode et on va reprendre la première question posée au début. Les vacances pour tous et tous, est-ce possible ? Je pense que par rapport à ce que nous avons pu partager, je suis désolé Laura, vous ne posez pas la bonne question. C'est indispensable et c'est nécessaire et c'est indispensable. Je crois que le champ des possibles, et on l'a vu avec nos exemples, il est vaste. Nous avons les moyens de répondre à un ensemble de besoins. Nous devons avoir plus de moyens financiers, mais si nous considérons que les moyens financiers, mais j'en suis convaincu malgré tout, sont les seuls leviers pour y accéder, on n'aura peut-être pas la possibilité de répondre, ou en tout cas, je ne suis pas sûr que ça soit la seule solution. Je crois qu'avant tout, on doit être convaincu que c'est une nécessité absolue. Partir en vacances, 1936, les congés payés. Aujourd'hui, le droit à partir en vacances est aussi fondamental, excusez-moi de faire des liens, avec peut-être le droit de mourir dignement. Le droit de partir en vacances est indispensable. Moi, je suis très optimiste, mais je suis de nature très optimiste, puisque je vois le chemin parcouru ces dernières années, et je vois ce que la NCV consacre aujourd'hui pour aider au départ en vacances de tous les publics. Pardon, je réinsiste à parler de tout le public, c'est mon côté un peu inclusif, et pas simplement parler de personnes en situation de handicap. Pour celles et ceux qui écouteront ce podcast, c'est simplement se dire qu'il y a de l'information quelque part, elle existe, et il faut aller la chercher. Les familles qui ont des enfants en situation de handicap ont des droits auprès des caisses d'allocation familiale, ont des droits auprès des MDPH, ont un réseau formidable qui s'appelle le réseau Passerelle et qui leur permet de partir en vacances simplement, c'est le slogan de Passerelle, que les personnes qui ont une activité en ESAT, qui souffrent parfois de pénibilité, souvent de pénibilité, qui s'arrêtent plus tôt que les autres, peuvent partir en vacances grâce à l'appel à projet qu'on a lancé il y a plus de 12 ans maintenant, ces 2 dispositifs, pour leur permettre de partir en vacances. Mais on n'a pas touché que des gens qui avaient besoin d'aide. On touche aujourd'hui 15% de tous les travailleurs handicapés en ESAT, que des familles qui touchent des petites associations aillent sur le site internet de la NCV pour savoir auprès de qui elles peuvent demander de l'aide, en tout cas des associations qui sont aidées par la NCV. Il y a un établissement public en France qui a une mission sociale de service public extraordinaire qui est d'aider nos concitoyens à partir en vacances, quel que soit leur statut, quel que soit leur âge, quel que soit le handicap, quelle que soit la maladie qu'ils portent. Il faut que cette information elle arrive aux oreilles de tous. Donc moi, je reste très optimiste. L'accès aux vacances pour tous, Thomas disait tout à l'heure que c'était en introduction que c'était un combat de tous les jours. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, oui, c'est une réalité. Alors, je dirais aussi les vacances, c'est un peu... l'accès aux vacances, c'est un peu le révélateur, un côté révélateur, et je dirais un côté réparateur. Non, un côté révélateur parce que finalement, les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, en fait, ça révèle aussi les difficultés qu'elles ont déjà au quotidien. Quand des mamans en situation de monoparentalité avec 1 ou 2, parfois, enfants en situation de handicap ne partent pas en vacances, bien souvent, elles ne travaillent pas non plus. Donc, c'est un peu le miroir de ce qu'elles vivent au quotidien. Et le fait de pouvoir en partir en vacances va parfois aussi, d'ailleurs, être un déclencheur. Je me souviens d'une maman qui disait, en fait, pendant ce séjour de vacances, j'ai réussi à vous confier mon enfant pendant une 30aine d'heures pendant la semaine. J'ai réussi à prendre une soirée avec mon mari. On est allés au restaurant tous les deux alors qu'on ne le fait jamais. Et on s'est dit, en le vivant pendant les vacances, que peut-être on pourrait le faire le reste de l'année. Donc c'est pour ça, c'est à la fois révélateur, à la fois aussi réparateur. Et puis si on peut mettre un peu de soleil dans la vie des gens sur ne serait-ce qu'une semaine de vacances, c'est déjà ça de gagner.